le sujet, c'est ESG. Peut-être que certains d'entre vous pensent que ça veut dire École supérieure de gestion. Peut-être que certains d'entre vous pensent que ça veut dire entente sportive du Grand Bassam. Et vous avez tous faux. Ça veut dire environnement, social, gouvernance. Alors un tout petit peu d'histoire qui est derrière cette notion de ESG. C'est un Africain, c'est Kofi Annan, votre voisin qui est ghanéen malheureusement, il est décédé, qui en 2004 a invité une cinquantaine d'entreprises pour discuter quel était le comportement des entreprises vis-à-vis de la société. Et en 2005, il y a une autre personne qui a inventé cet acronyme ESG, environnement, social, gouvernance. Aujourd'hui, cet acronyme est utilisé d'une manière relativement très fréquemment par les financiers. En l'espace de 10 ans, les investissements qui sont liés ou dans lesquels les facteurs ESG interviennent ont été multipliés par 7. On va au cours de ce panel essayer de vous démontrer la partie surtout E, environnementale, parce que la partie S, sociale, nous on est quand même orienté vers la construction, est un tout petit peu moins importante, quand la partie G, gouvernance, elle est liée aux entreprises et non pas à la construction. Donc voilà ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. Alors je vais demander à chaque panéliste de se présenter, de nous donner 2 ou 3 références dans lesquelles ils ont impliqué ces facteurs d'ESG avant qu'on entre dans le débat. Cindy, à... Vous m'entendez? Merci. Vous m'entendez? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Cindy Moukarzel, je suis architecte. J'ai été récompensée sur la scène internationale présentant le plein potentiel de la Côte d'Ivoire à travers un projet multifonctionnel, culturel et social à Istanbul en 2018. J'ai 7 années d'expérience au sein du prestigieux cabinet Kofi et Diabaté, architecte, qui est le cabinet leader en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai notamment piloté certains projets phares tels que la nouvelle clinique Procréa à Mbadon et le siège de la Société ivoirienne de banque qui est en pleine construction sur le VGE et qui a obtenu la certification HQE, haute qualité environnementale, qui est une première en Côte d'Ivoire avec un niveau excellent. Je voudrais juste rajouter haute qualité environnementale, c'est une certification qui atteste qu'un projet a été évalué conforme au niveau de certaines exigences, telles que l'énergie, l'environnement, la santé et le confort. Thomas, bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors, moi je suis Julien Assier, directeur des investissements de Rocklane Capital Partners, qui s'appelait jusqu'en décembre dernier HC Capital Properties. Donc nous sommes une société d'investissement et de développement dans les actifs réels, donc immobilier avec toutes les classes d'actifs, hôtellerie, résidentiel, retail, infrastructure et sport, principalement. Et donc, chez Rocklane Capital Properties, nous nous sommes promis de réaliser des projets qui sont à minima Edge, sinon Edge Advanced. Donc c'est comme ça que le premier investissement qu'on a réalisé, qui était le Cosmos Yopougon, était le tout premier centre commercial certifié Edge dans la région. Aujourd'hui, nous développons le Cosmos Angré, qui est certifié Edge Advanced de niveau 2, qui intègre des panneaux solaires. Et puis, donc on travaille avec Casada sur les hôtels Ibiza et Adagio, qui sont dans l'ensemble mixte où se trouve le Cosmos Angré, justement, et qui lui aussi bénéficiera de ces certifications environnementales. Isaac les connaît beaucoup mieux que moi. Isaac, à toi. Oui. Bonsoir à tous, je me présente Isaac Sy. Donc, je suis un cabinet indépendant, bureau d'études environnementales Edge de la Banque mondiale, de la partie privée de la Banque mondiale, qui est la société financière. Donc aujourd'hui, nous avons certifié et pré-certifié à peu près 6 000 mètres carrés, d'accord, dans tous les types de typologies de bâtiments. La Tour F est certifiée préliminaire, d'accord, c'est une des premières mégastructures en Afrique subsaharienne qui atteint ce niveau de certification environnementale. Voilà, comme disait Cindy, bon, Cindy est pilote HQE, moi c'est Edge, en matière de certification sur des critères énergétiques, eau et choix des matériaux.
ainsi que le design. Voilà. Thomas ? Bonjour à tous. Thomas Lamson, moi j'ai la charge de la matière immobilière au sein du groupe Ascot. Ascot, c'est le groupe Hospitality de Capital Land. Capital Land, c'est le bras armé immobilier de Temasek, qui est un des 2 fonds souverains singapouriens. On a à peu près un petit millier d'actifs en exploitation en cours de construction dans le monde, ce qui représente à peu près 160 000 clés et appartements. En Afrique et Moyen-Orient, on a 13 actifs. Et on a à peu près la même chose en cours de construction, et notamment à Abidjan, Dakar, Lagos, au Cameroun, en Éthiopie. On en a 3 qui vont ouvrir cette année et on a quelques difficultés de financement pour les autres actifs. Donc je fais confiance à les intervenants aujourd'hui pour nous aider dans ce sens-là. En ce qui concerne la partie RSE, ESG, 2 chiffres à vous donner, 80% de nos actifs sont certifiés clé verte dans notre parc et 60% Edge. On a pour ambition en 2030 d'avoir 100% de ces 2 labels pour l'ensemble de nos actifs en filiale et en gestion. Alors Isaac, on a entendu HQE, on a entendu Edge. Certains savent qu'il y a d'autres labels, BREEAM, Oui. Star, qu'il y a Well. d'autres labels. Okay. Peux-tu un peu nous expliquer les différents labels? Tout à fait. Et quel est ce ou celui qui est le plus populaire en Afrique? Ok. Alors, en matière de certification d'infrastructures bâtiments, nous sommes sur une norme internationale qui est la norme ISO 52016. Ok. Alors, il existe toute une famille de certifications qui sont LEED, qui est américain, BREEAM, HQE, voilà, qui est français, WELL et EDGE. Alors, EDGE est celui le plus répandu dans le monde. Il est dans plus de 160 pays. Alors, sa définition, c'est « Excellence is designed for great efficiency ». Donc, c'est une approche d'excellence sur le design des bâtiments afin d'atteindre des performances environnementales les plus élevées possibles. Et on cherche à terme à être dans des bâtiments zéro carbone, c'est-à-dire quasiment déconnectés des réseaux énergétiques et eau. Voilà. Alors j'ai lu dans tes documents que tu disais que le premier objectif de Edge, c'était de réduire de 20% les quantités d'eau, les quantités d'énergie et les quantités de déchets. Et chez Ascot, quels sont vos objectifs? Vous avez des objectifs en termes environnementaux? J'aimerais dire 100% pour tout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, on est Edge également sur l'ensemble du parc parce que c'est la labellisation la plus aisée sur les sites existants, et quels que soient les pays. Même si on vise, et c'est le cas aujourd'hui, du BREEAM Excellent ou du HQE sur les bâtiments construits et les bâtiments qu'on maîtrise entièrement en tant que propriétaire. Alors, quelques chiffres, j'ai pris des chiffres, effectivement, il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est de passer en termes de réduction d'émissions de carbone de 78% sur le scope 1 et 2 par rapport à 2008 et 35% de production énergétique. On a également on a réduit de 22% la consommation d'eau, base 2008 également, avec une volonté de réduire à 45%. On a réduit l'ensemble des contenants en plastique dans nos actifs, dans les salles de bain, les bouteilles d'eau, les pailles, les déchets. On est à 15% de réduction, on a pour ambition de passer à 45%. Je ne vais pas vous assommer avec tous ces chiffres, surtout après le déjeuner, mais l'ambition est d'aller de l'avant assez rapidement. Le challenge finalement, c'est lorsque on gère pour le compte de tiers, quand on est propriétaire, lorsqu'on est franchiseur, c'est de pousser les partenaires à respecter ces standards. Et finalement, le challenge est ici, tout comme pour la construction, pour la labellisation, on peut faire des préconisations, on peut proposer, on ne peut pas obliger, notamment dans un cadre de financement qui est plus lourd, capitalistiquement parlant, lorsqu'on passe à un label, et Isaac en parlera, mais on est entre 5 et 10, 15%, suivant les labels de coûts de construction supplémentaires. Alors Cindy, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces labels? Quelles sont les dispositions constructives que tu encourages de manière à obtenir ces labels? Alors déjà, il faut une volonté du maître d'ouvrage. Donc il faut cette volonté pour pouvoir permettre à la maîtrise d'œuvre de pouvoir bien étudier le projet. Et ce sont des exemples simples que je vais donner qui participent à la durabilité et qui permettent d'avoir ces certifications-là. Par exemple, l'apport de lumière naturelle au sein d'un bâtiment. Est-ce que ma ventilation est traversante? Est-ce que j'ai l'intégration de certains patios, de la végétalisation pour la régulation de la température
comment je règle l'intensité luminaire, comment le confort acoustique et visuel est intégré au sein de mon architecture. Un exemple à travers le principe du Smart Workplace. Donc il y a tous ces éléments-là. Il s'agit d'un concept et d'une vision architecturale qu'il faut avoir, et automatiquement cette certification, elle s'adapte au sein du bâtiment. Après, on peut un peu plus pousser en fonction des exigences, mais il faut que ça touche les points que j'ai cités tout à l'heure, l'environnement, l'énergie, la santé et le confort. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les dispositions qu'on va prendre? J'ai entendu tout à l'heure que vous parlez de panneaux solaires. Je ne sais pas comment c'est à Abidjan, mais les études qui ont été faites au Bénin montrent que Cotonou, l'ensoleillement de Cotonou est équivalent à celui de Dijon en France. Donc la rentabilité des panneaux solaires à Cotonou, je parle bien du sud du pays, je ne parle pas du nord du pays, est loin d'être assurée. Alors oui. Est-ce qu'on a des études qui sont faites à Abidjan sur les panneaux solaires? Avant de laisser la parole à Isaac, oui, je voulais parler de l'intégration des panneaux solaires également. Il y a la récupération des eaux pluviales et la gestion des déchets aussi qui est à prendre en compte. Pour répondre à ta question, Yves, sur l'ensoleillement, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on a les données, ok. L'ensoleillement, par exemple, en Côte d'Ivoire, est l'équivalent de celui d'Amsterdam. Donc ça peut surprendre beaucoup de gens, d'accord. Mais on est dans cette donnée géographique et climatique et environnementale. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des déploiements de panneaux solaires, d'accord. Ce n'est pas forcément un soleil brillant qui va alimenter du photovoltaïque. Voilà. Donc, des calculs sont faits. D'ailleurs, Julien va nous confirmer, le Cosmos en Grès va s'équiper de panneaux solaires pour alimenter le centre commercial. Bon, c'est une des premières en Côte d'Ivoire, voilà, avec un très bon rendement. Effectivement, donc sur les latitudes qui donnent le plus de rendement sur le solaire en Afrique, on est plus à partir du nord du Mali jusqu'au sud du Maroc, pour caricaturer à peu près. Donc la zone en Côte d'Ivoire est beaucoup moins forte. En revanche, les économies que cela permet tout de même de réaliser en valent le coup, parce qu'on se rend compte, nous, en tant qu'investisseurs, quand on calcule les réductions de coûts et qu'on les capitalise en termes de valeur de l'actif, ça permet largement en fait, de compenser les capex qui sont investis pour les mettre en place, pour les construire. Et en fait, c'est très important d'avoir des partenaires financiers qui comprennent ces enjeux, qui sont capables de proposer des solutions de financement qui permettent justement de déployer ce type de solutions. Donc c'est en général ce qu'on arrive à obtenir avec des financements qui sont par palier, si je puis dire, et en fonction des composantes ESG qu'on intègre, qui peuvent fortement réduire le coût du financement et qui font qu'in fine, le projet fonctionne et les cash flows ne sont pas stressés. Alors tout à l'heure, il y a un d'entre vous qui a dit que le surcoût d'investissement était entre 5 et 10%. Je ne sais pas si tout le monde partage la même opinion. Ce surcoût de financement, l'implication directe du financement, comment faire pour trouver les 5 ou 10% qui manquent à un financement traditionnel? Alors malheureusement, les banques locales ici ne sont pas encore équipées pour nous accompagner là-dessus, n'ont pas d'équipe ESG et parfois n'ont même pas d'équipe en fait, immobilière, donc qui ne comprennent pas toujours le business, pour parler ainsi. Alors, en revanche, on a des banques internationales qui couvrent tout le continent, des banques sud-africaines notamment, des banques américaines, pour des Netbank, des Signum Capital, etc., pour citer qu'eux, qui comprennent ces enjeux-là et qui sont en mesure de venir mettre de la valeur sur ces surcoûts. Parce qu'avoir un bâtiment qui a une certification forte en ESG, ça permet non seulement de réduire les coûts, et donc d'optimiser de manière assez mathématique la valeur de l'hôtel ou du bâtiment, mais ça permet également d'attirer des opérateurs qui sont beaucoup plus prestigieux aussi et qui demandent ce type de services, de prestations, mais aussi en fait, d'attirer même le consommateur final qui finalement va, que ce soit des clients corporate ou des clients personnes physiques, qui vont de plus en plus être attentifs à ce type
sensibles à ce type de valeur. On voit dans la presse de temps en temps ce qu'ils appellent du financement vert. Est-ce que les financements verts, ça existe en Afrique? Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que c'est difficile à obtenir? Vous avez cette expérience? Oui, tout à fait. C'est difficile à obtenir, oui. Est-ce que ça coûte plus cher? Non, parce que, encore une fois, la plupart des financements verts qu'on obtient, c'est sur la base de financements classiques qui fonctionnent. Déjà, c'est le point de départ, c'est le préalable. Il faut que financièrement, ça marche. Et c'est incrémental. C'est incrémental dans le sens où il y a des bonus à aller chercher en fonction des performances en matière d'ESG. Donc, qui font que finalement, ce financement-là coûte moins cher qu'un financement classique. Mais la baseline, si je puis dire, le point de départ, c'est vraiment que financièrement, ça fonctionne. Oui, mais ce matin, beaucoup dans les panels, on a parlé du financement, comment il était difficile d'obtenir le financement, les 5 ou 10% qui manqueraient si on recherche des facteurs ESG, est-ce que c'est vraiment un obstacle ou pas du tout pour trouver les financements? Moi, je parlerai en tant qu'on est opérateur mais également investisseur. Et finalement, c'est plus qu'un prérequis, c'est une obligation pour nous d'être conforme à nos exigences. Donc en tant qu'investisseur, on se doit d'être en ligne avec ce qu'on recherche. Ce qu'on observe également, c'est que la valorisation des actifs qui sont conformes avec notre politique RSE, ESG, sont mieux valorisés. D'une part parce que le financement vient de fonds verts et d'autre part parce que les acheteurs attendent ces exigences-là et payent plus cher pour cela. Donc même si in fine à l'entrée ça coûte plus cher, on se retrouve à la sortie. Donc c'est des critères qui sont assez économiques, assez bruts et assez froids, mais finalement ça participe à la création d'actifs plus verts. Ça c'est le premier point, effectivement je vais en parler tout à l'heure. On a des contrats corporate avec des sociétés qui exigent un certain niveau d'investissement ou en tout cas d'opérationnel vert, de critères verts dans nos actifs. Isaac, tu veux dire quelque chose, Julien? Juste pour compléter, donc on a vu vraiment un changement. Alors nous, en tant que champion Edge, nous avons une relation particulière avec la SFI, avec Isaac aussi, mais nous avons des partenaires qui sont des DFIs, donc des fonds de développement, qui nous ont beaucoup aidés à nous éduquer vers ces sujets-là. Alors, avant, c'était très compliqué d'obtenir ces financements verts. C'est toujours le cas, il y a encore du boulot, pour la simple bonne raison qu'on ne savait pas forcément mettre de la valeur. Devant le S, devant le G, on ne savait pas mettre de la valeur. L'environnemental, quand il y a des réductions de coûts, c'est très facile pour les banques. Elles savent faire le calcul et dire « Ok, on réduit de X%, ça a de la valeur, donc on est capable de vous financer à telle hauteur pour rester dans nos covenants, dans les seuils qu'on ne veut pas dépasser. » Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement vers la prise en compte du S et du G également, qui sont intégrés dans la valeur, qui apportent de la valeur à toutes les opérations. C'est le cas du projet qu'on a donc à Angré avec Casada sur les hôtels Ibis et Adagio. Sur cette zone-là, il y avait un vrai problème d'assainissement. Il y a un vrai problème d'assainissement qui est gênant pour tout le quartier autour. Donc nous avons intégré ces problématiques-là dans la construction, et c'est un langage que la banque comprend, que la banque est en mesure de comprendre pour dire ça, c'est un surcoût de 2 millions, 3 millions d'euros, mais vu l'impact que ça a autour, nous, on est prêt à y attacher une certaine valeur, et donc à améliorer nos conditions de financement en fonction. Donc de plus en plus, les banques commencent à intégrer cela, ce qui rend la marche est encore longue, mais rend l'obtention des financements plus facile. En dehors on a parlé que ça coûtait 5 à 10% de plus en financement. D'un autre côté, on a parlé que le fait d'avoir des facteurs environnementaux, ça apportait des économies en quantité d'eau, d'électricité, de gestion des déchets et ainsi de suite. Est-ce que soit toi, Thomas, soit vous êtes capable de nous dire à peu près quelles sont, en termes d'opération, les économies qui peuvent être générées à partir du moment où on a un label environnemental de qualité? La réponse aujourd'hui est difficile à apporter. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément ce qu'on regarde immédiatement, parce que les panneaux solaires, nous on a équipé 20% de nos actifs en Afrique et au Moyen-Orient de panneaux solaires pour les chauffe-eau.
Les économies restent faibles, mais c'est aussi un confort. C'est un confort dans certaines zones où il y a des couvertures d'électricité. On est sûr d'apporter un certain confort à nos clients. Ça participe de manière limitée à l'environnement. Les LED, de la même manière, on a remplacé les limiteurs d'eau. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mineurs, qui coûtent finalement pas grand-chose, c'est des quick wins. Mais de la même manière, de nouveau, on s'oriente vers un dynamisme qui participe à ce mouvement qui doit être porté par tous. Et les économies, elles sont vraiment liées au transport, finalement, et le scope 1 et le scope 2, ces économies restent très faibles par rapport au scope 3, qu'on n'est pas en mesure de maîtriser directement. Oui, mais on est quand même en Afrique avec un coût d'énergie en général très élevé. Je ne sais pas quel est le coût de l'énergie à Abidjan par rapport à l'Europe, mais en général, le coût de l'énergie est très élevé. Si votre objectif est 20% d'économie d'énergie, sur le coût des exploitations, ça compte. C'est effectivement important. Si on dit que l'énergie, c'est 2-3% du chiffre d'affaires total, c'est relativement important. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de mesurer encore l'économie réalisée. Mais c'est clair qu'il y a des économies mesurées. Tu veux dire quelque chose, Isaac, sur ce sujet? Bon, à ce sujet-là, par exemple, on a parlé de Edge Champion, donc Cosmos et Cosmos Engrais. Je vais citer aussi PFO. Voilà. Donc PFO, Edge Champion sur les mètres carrés certifiés. On va prendre le cas de l'Ivoire Trade Center, qui est certifié à l'hôtel Ivoire. Et il performe à 37% d'économie d'énergie sur sa facture. Voilà, et à 32% sur sa consommation. 107% d'économie d'énergie. 37. 37% d'économie. De réduction, voilà. De réduction sur quel immeuble? Sur le Ivoire Trade Center, okay, le bâtiment bureau. Hein, voilà. Et 30% sur l'eau, parce qu'on oublie aussi les consommations d'eau qui sont importantes et qui ont un coût. Alors, la certification Edge du Ivoire Trade Center de PFO lui a Allô ? Oui, lui a permis de pouvoir augmenter le coût de sa location. Donc, je disais, le fait d'avoir reçu une certification Edge au niveau de la commercialisation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, a permis à PFO d'être au-dessus du panier au niveau de la location du mètre carré. Donc ça vient compenser les surcoûts d'installations environnementaux, écologiques qu'ils ont fait à travers la certification, d'accord, et permettre aux locataires d'être dans un bâtiment confort mais quand même avec des loyers plus élevés. Donc si je comprends bien, même ça attire le client. Tout à l'heure, Thomas disait que... ça marche. Tout à l'heure, Thomas disait que les corporates, il y a des organisations corporate, les clientèles d'entreprises commencent à regarder aussi dans l'Europe un bâtiment écologique, si on peut dire, environnemental. Ça peut représenter beaucoup de clientèle, de corporate. Ça marche. La clientèle corporate, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres de Ninon et Cléa, c'est en Afrique, d'Afrique de l'Ouest, 90% de clientèle corporate. Sur le réseau, en moyenne, c'est 50-50 loisirs corporate. Donc on imagine 90% qui est en corporate. Le poids que ça peut porter en termes de demande, d'attente de la part de ces clientèles. Donc on n'a pas le choix que d'avancer vers cette direction-là. Mais il y a déjà des entreprises qui mettent ça comme critère avant de valider l'ensemble des un groupe d'hôtels ou un groupe de... Oui, ça fait partie. Alors quand il y a des RFP au niveau des clients corporate, il y a des grilles à remplir et ces éléments font partie des critères à remplir pour les groupes, et tous les groupes cotés dans le monde entier ont ce critère inclus dans les RFP. Alors si je comprends bien, en résumé, l'ESG, 1, ça coûte plus cher, mais on peut le financer. 2, ça apporte des économies. Et 3, ça attire une clientèle. Donc il n'y a que des avantages. Effectivement, que des avantages. QFD. Sur un point de vue architectural, j'aimerais simplement donner un petit exemple. C'est vrai qu'au niveau du coût de la construction, par exemple, si j'intègre un Skydome, qui est un puits de lumière, c'est vrai que
au début, cela va coûter un peu plus cher, mais à la longue, je réduis mes factures d'électricité, par exemple. Donc, à travers cet exemple, je vous laisse imaginer les bâtiments de grande ampleur, à quel point on peut réduire les factures d'électricité. Oui, je voulais effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, quand même rajouter un point qui est essentiel. La labellisation des bâtiments, d'un point de vue immobilier et construction, n'est pas tout. L'exploitation peut ruiner totalement le bénéfice de la construction. Donc on voit que, et notamment dans la labellisation BREEAM, il y a une labellisation qui est la labellisation de la construction et la labellisation de l'opérationnel, qui est un critère qui est aussi important que la construction. Et on s'aperçoit notamment sur les bâtiments assez performants. J'ai visité un des premiers bâtiments HQE à la Défense à Paris, Tour Majunga de mémoire, et c'est le propriétaire SFL. L'exploitant me disait qu'ils avaient construit la première tour HQE en France, peut-être en Europe. Finalement, quand on voyait que la climatisation tournait H24, les lumières étaient allumées tout le temps et les fenêtres étaient laissées ouvertes. Certaines fenêtres, ça ruinait totalement le bénéfice de la construction. Donc il y a à avoir cette pensée, tant on peut travailler à travers des critères ESG sur des bâtiments qui ne sont pas entièrement conformes, mais tu l'as dit tout à l'heure, ils vont rajouter des éléments qui permettent de faire des économies, qui s'orientent vers des critères qui soient plus écologiques, plus environnementaux, et à l'inverse, on peut construire totalement RSE, mais sans tirer bénéfice de l'exploitation. Oui. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que le calcul est très simple aujourd'hui. Si on ne fait pas de ESG, on ne survit pas dans le marché. Parce que pour attirer les financements, qu'ils soient en dette ou en fonds propres, c'est devenu un préalable. C'est devenu un préalable. Et on a pas mal parlé d'environnement et puis de réduction des coûts, etc. Mais de ce que nous, on a dans les échanges avec les banques, donc en tant qu'investisseur, hein, pas en tant que constructeur, on a de plus en plus les autres composantes qui sont intégrées. C'est-à-dire que sur le plan de la gouvernance, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, quand ils viennent nous voir, ils veulent participer au choix du constructeur, typiquement. Ils veulent être impliqués, ils revoient tous les termes de référence, le process de sélection, la validation. Il faut complètement travailler en open book et montrer qu'on a une gouvernance suffisamment robuste et transparente pour pouvoir travailler avec ces institutions-là. Donc, de plus en plus, ils accordent de l'importance à cela. Et puis également sur le volet social, il nous parle de plus en plus de community projects, de faire des projets qui, en termes de création d'emplois, en termes d'accessibilité, etc., vont mettre à l'honneur la culture locale, vont mettre à l'honneur l'identité locale, etc., que ce soit d'un point de vue architectural ou même dans les habitudes de consommation. Donc de plus en plus, ces éléments-là nous sont demandés et reviennent à chaque fois que nous avons des échanges justement avec des institutions de financement. Donc sur le plan social, vous prenez en compte les caractéristiques spécifiques des pays, les problèmes de religion, les problèmes de hommes-femmes, tous ces types de sujets, vous les intégrez maintenant en amont dans votre design, dans vos concepts? Mais bien sûr, avant la conception d'un projet, on reçoit un certain programme donc, qui est établi par les programmistes, et bien sûr qui doit être adapté au mode de vie. Si je prends comme exemple un siège sur lequel on a travaillé il n'y a pas longtemps, les salles de prière par exemple sont demandées au sein du bâtiment. Il y a les cuisines chaudes ou les cuisines froides, donc si la cuisine est préparée sur place, donc qui exige une certaine logistique, ou est-ce que c'est juste un réchauffement de plat? Donc tous ces facteurs-là sont à prendre en compte dans notre architecture. Alors, bien sûr, on en discutait tout à l'heure, on reçoit un certain programme qui est préétabli par des programmistes qui ne sont pas forcément, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc cela nous arrive de les retravailler ensemble, de les réadapter en fonction du mode de vie de la Côte d'Ivoire, en fonction des Ivoiriens, et de surtout prendre en compte le contexte dans lequel le bâtiment est construit. Si les panélistes n'ont rien à rajouter, on va demander à la salle s'ils ont des questions. Bon, ben c'est quel succès! Je vois tellement de mains se lever. Personne n'a de questions, tout le monde a compris l'ESG. Parfait. Moi, je pense qu'il y a quand même une question.
On a réussi notre panel. Oui, je pense qu'il y a quand même une question secrète qui n'a pas été... Il y avait un sujet sur les toilettes. Personne ne connaît ce sujet. Il n'y a personne pour répondre. Bon, ben, je vous remercie. Merci à tous. Je vous remercie. J'espère qu'on est dans le timing. Excellent.